là pour partager ces moments avec vous, avec les étudiants. Merci également à Oumar et à la direction de la recherche de l'ISN qui a pris cette initiative-là et qui essaye de nous former davantage à ces questions théoriques, économiques pour notre mieux-être. Voilà, merci et bonne session. Merci. Monsieur le directeur général, M. Diouf, qui ne cesse d'encourager toute initiative, notamment dans le domaine de la recherche, parce que ça fait partie des piliers forts de l'école. Écoutez, sans plus tarder, on va transmettre la parole à nos deux experts, M. Si, directeur au sein de l'économie, et l'auteur principal, M. Lo, directeur général du bureau de prospective économique, qui vont échanger avec nous. Une quarantaine de minutes. À la fin de la présentation, évidemment, la parole est libre. Chaque étudiant pourra intervenir, chaque participant pourra poser des questions et laisser nos deux intervenants par la suite répondre aux questions. Merci à vous d'avoir accepté de venir échanger avec nos étudiants. Moi j'ai l'habitude d'être debout, je ne suis pas à l'aise quand je suis assis. Donc j'espère que ce ne sera pas un challenge pour la vidéo. Donc je voudrais vraiment remercier le groupe ISM qui nous a invités parce que d'habitude les lancements d'ouvrages de cette nature se font rarement, mais on va faire un événement là-bas, peut-être pendant l'été, mais comme mon ami Oumar Kiam m'a invité, j'ai accepté mon invitation et vous êtes la première institution à recevoir le bureau de prospective économique pour présenter l'ouvrage, parce que nous comptons faire la même présentation dans d'autres institutions. À travers le pays et également à l'étranger. Je salue la présence de mes enseignants aussi, parce qu'aujourd'hui il n'y a que des élèves et des enseignants. Lamine Diop qui a beaucoup contribué à ma formation, Henri Kongan aussi qui a dirigé pendant longtemps la statistique, et la prévision et la statistique, auprès de laquelle aussi nous avons beaucoup appris. Donc je salue aussi la présence de Yat et de Tin, c'est deux membres de l'équipe, Sampanayad et Lachtin. En fait, on est quatre. Mais bon, comme dans une équipe, il y a toujours des coordonnateurs, mais quand il s'agissait de rédiger, de faire des modèles, bon, ils étaient tous là. D'ailleurs, vous verrez leur nom dans l'équipe. Donc, comme on a que 40 minutes, je vais essayer de présenter ce qu'on a mis de manuel. On a 40 minutes, bon, on va essayer de faire 20 minutes, moins à meilleur. Donc je vais parler de la théorie économique de l'émergence parce que nous sommes les premiers au niveau mondial. Chaque fois que je le dis depuis des années, mais personne ne m'a jamais contesté. Je continuerai à le dire. À avoir essayé de théoriser l'émergence. Parce que dans la littérature économique, ce que l'on connaît, c'est la convergence. Donc, s'il y a des économistes dans la salle, vous allez voir la convergence des revenus par tête, la convergence absolue, la convergence conditionnelle. Mais l'émergence, c'est souvent les économistes financiers qui l'utilisent, parce que ça a été utilisé dans les marchés financiers. Comme vous êtes dans une business school, on appelle les marchés émergents les nouveaux marchés qui présentent des potentiels. Parce que vous avez des marchés mûrs qui ont des capitalisations élevées, et vous avez des pays qui démarrent, vous avez au milieu des marchés émergents, donc qui ont des rendements élevés, avec des risques pas très élevés, parce qu'en général, quand le rendement est élevé, le risque est élevé. Donc vous faites le trade-off entre les deux. Donc c'est maintenant au niveau économique, on a commencé à parler d'émergence quand on a vu des pays comme des pays asiatiques notamment, parce que dans
On a parlé des dragons asiatiques, des tigres asiatiques. Les dragons, c'est un peu les premiers. Singapour, Hong Kong, Taïwan. Donc ça, c'est les dragons. Le quatrième, je pense, c'était Philippines. Après, on a eu ou Thaïlande. Maintenant, on a eu les tigres, comme la Malaisie, comme le Vietnam, etc. Et donc, quand on a regardé ces pays, on s'est dit qu'il y a quelque chose. C'est des pays en développement qui présentent des caractéristiques très différentes des pays en développement classique. À partir de là, on a commencé à parler des pays émergents. Aujourd'hui, même la Chine est comptée parmi les pays émergents. L'Inde, l'Afrique du Sud, en tout cas dans la littérature, vous allez trouver ces pays comme pays émergents. Mais nous-mêmes, comme nous sommes des statisticiens de formation, on ne peut pas se fier aux caractéristiques qu'on donne sans se fonder sur de la mesure. Parce que bon, aujourd'hui, vous avez la moitié des pays africains ont des plans d'émergence. Vous avez Gabon émergent, Sénégal émergent, oui, il y a des Gabonais dans la salle, je suis sûr. Bénin émergent, donc tout le monde dit émergent. Et donc, en tant que statisticiens, nous nous sommes dit, essayons de bâtir une théorie et une mesure irréfutable qui permettent, à partir des critères qu'on va définir, de seuils qu'on va établir, de pouvoir classifier les pays. Parce qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a que deux classes. Il y a les pays développés et les pays en développement. Donc vous allez trouver Singapour, par exemple, classé dans la même catégorie que la Sierra Leone, parmi les pays en développement. Même la Chine se dit, je suis un pays en développement. Et donc, cette différenciation entre ces différents pays dits en développement, il n'y a que la statistique et les méthodes quantitatives qui vous permettent, à travers un travail rigoureux, de pouvoir partir de deux classes. Si on écarte la classe des pays développés, donc de partir d'une classe à 8 classes. Donc nous avons réussi, à force de travail, à pouvoir répartir ces 103 pays qu'on a constitués en 7 ou 8 classes, dépendant de la dernière classe. Et donc, c'est un peu la théorie qui est là. Ensuite, on a mesuré le phénomène de l'émergence. À partir de là, on a caractérisé le phénomène également. Parce que l'analyse et la mesure vont vous permettre de classer les pays. Et en établissant maintenant des seuils, vous pouvez regrouper les pays. La prochaine question, c'est de se dire, c'est bien, on a une répartition des pays dans des classes, mais qu'est-ce qui caractérise les classes? Qu'est-ce qui fait qu'un ensemble de pays soit situé un peu dans la même classe? Avant d'ailleurs, dans la théorie économique, vous allez rencontrer le concept de club de convergence. C'est un peu le même phénomène. C'est des pays qui ont des caractéristiques relativement communes qui leur permettent, dans le futur, de pouvoir enclencher un processus de convergence. Bon, la convergence, c'est comme la course automobile. Le pays développé, il est devant, le pays en développement est derrière, avec un PIB par tête plus faible, mais avec un taux de croissance plus élevé. Donc la théorie de la convergence, c'est de dire tôt ou tard, le pays qui est derrière va finir par rattraper. Quand vous étiez en CM2, vous aviez toujours la course automobile. C'était un exercice qu'on donnait au CM2. C'est exactement ça le processus de convergence. Donc ça c'est ce qui existe dans la littérature. Donc à partir de la mesure et de la constitution de classe, l'étape suivante c'est de voir, parce que nous sommes des conseillers de gouvernement. Moi j'ai été conseiller du Premier ministre pendant très longtemps. Pour donner des dates, j'ai conseillé les Premiers ministres pendant 10 ans, 10 à 11 ans. Donc j'ai travaillé avec 5 à 6 Premiers ministres, souvent comme conseiller technique. Dernièrement, j'étais même l'économiste en chef. Donc la question pour un gouvernement, c'est de dire c'est bien,
vous m'avez dit ce que c'est que l'émergence, mais la question, quels sont les leviers qui permettent d'arriver à l'émergence? Quels sont les leviers que je dois actionner? Parce que l'émergence, c'est des caractéristiques. On va parler de croissance rapide, on va parler de transformation, on va parler d'insertion dans l'économie mondiale, on va parler de cadre macroéconomique sain, mais tout cela, c'est des résultats. Quels sont les leviers qui permettent d'arriver à ces résultats? Donc ça, c'est un concept clé que nous avons introduit dans ce manuel. Tout à l'heure, mon collègue Amaye va présenter ça. À partir de là, nous avons également fait quelque chose de très original. On a essayé de prédire l'émergence. On prend un pays, on regarde ses caractéristiques actuelles, on regarde ses leviers, on essaye d'anticiper son futur. On essaye de se dire qu'est-ce que le pays va devenir d'ici 10 ans en termes d'émergence. Par exemple, il y a des pays qui sont aujourd'hui, qu'on caractérise potentiellement émergents. En 2030, qu'est-ce que ces pays seront? Donc nous avons fait ce qu'on appelle en méthode quantitative des modèles à effet retardé. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir tel résultat en 2030, il faut avoir des leviers, certains leviers 5 ans avant ou 10 ans avant. Et donc, vous allez faire la prévision en faisant des hypothèses sur les leviers. Et ça, c'est intéressant parce que le décideur politique, il maîtrise les leviers. C'est comme dans la politique économique, vous avez les objectifs et les instruments. Les leviers, c'est les instruments. Par exemple, le capital humain. Le modèle que nous avons fait vous permet de voir si vous touchez le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation, la technologie, la qualité des routes, la qualité de l'électrification, vous allez voir immédiatement l'impact en termes de statut d'émergence. C'est ça l'intérêt, parce qu'après, le gouvernement peut mettre tout ça en Excel, faire des simulations et faire des hypothèses de politique. Donc ça, c'est quelque chose de très original que nous avons fait parce que nous sommes une institution gouvernementale. Un économiste n'aurait pas eu nécessairement ce souci-là parce que lui, c'est la recherche pure. Nous sommes des conseils de gouvernement. Donc, la recherche que nous faisons, ça doit servir le pilotage de l'économie. À partir de là, nous avons également dit que l'émergence est multidimensionnelle. Parce qu'un pays peut dire émergent, mais si la population elle-même ne sent pas les fruits de l'émergence, ce n'est pas durable. Tôt ou tard, il y aura une manifestation. Pour vous citer le cas de la Tunisie. Pendant très longtemps, la Tunisie faisait partie des succès africains. Avec vraiment une gestion économique qui a permis au pays d'avoir des taux de croissance rapides, une transformation de l'économie, la création de niches sur les marchés internationaux. Les gens allaient même visiter l'exemple tunisien, mais à partir d'un moment, l'emploi n'a pas suivi et la population s'est révoltée. Et donc la qualité de vie, c'est le but ultime de l'émergence. Donc nous avons constitué un indice de qualité de vie. Ça aussi, c'est un indice original qui a été conçu pour l'ensemble des pays en développement. Nous avons même conçu un indice national de qualité de vie qui est beaucoup plus élaboré que l'indice de qualité de vie parce qu'on peut tenir compte de ce que la qualité de vie représente pour le Sénégal. Parce que ce qui est qualité de vie à Bhoutan, ce n'est pas la même chose qu'au Sénégal ou au Vietnam. Nous avons également fait un indice d'émergence globale. L'indice d'émergence globale, c'est de dire que, je disais tout à l'heure que l'émergence, c'est multidimensionnel. Nous avons combiné les aspects d'émergence économique, les aspects leviers, les aspects qualité de vie, et tout ça nous a permis de bâtir un indice global d'émergence. Et enfin, nous avons dans ce livre fait l'évaluation du Sénégal, parce qu'encore une fois,
notre objectif, c'est tout ce qu'on fait comme recherche, parce que les fonds du bureau c'est des fonds de l'État. Tout ce qu'on fait comme recherche doit déboucher sur des conseils pour le gouvernement. Donc nous avons pris le cas du Sénégal, c'est une étude de cas. Vous êtes familier, je suis sûr que certains d'entre vous pourraient peut-être même prendre l'ouvrage, faire l'étude de cas pour notre pays. Nous avons terminé l'étude de cas de l'Afrique du Sud, par exemple, suivant le même modèle que le Sénégal. Next. Donc je vais aller beaucoup plus vite dans la suite parce que j'ai quasiment tout résumé dans cette première slide. Donc la théorie, allez-y. Next, quand je dis next. Donc tout à l'heure, vous parliez de Rostow, effectivement. L'émergence, c'est... Vous pouvez même descendre. Je vais vous montrer. Descendez. Voilà. L'émergence, c'est un peu ça. Parce que si vous allez dans le dictionnaire de Robert, avant même le Robert, si vous allez dans le dictionnaire, si vous mettez émerger, on va vous dire sortir la tête de l'eau. C'est une définition. J'aurais pu vous demander la question. Qu'est-ce que c'est qu'émerger, selon vous? Bon, c'est comme vous venez de dire, émerger, c'est... Voilà. Donc, émerger, en fait, vous étiez immergé. Immergé, vous étiez vraiment au fond de l'eau. Vous arrivez à sortir la tête de l'eau. Donc, c'est un processus vertical. En général, la pauvreté, c'est... Vous êtes vraiment au fond de l'eau. Et vous essayez maintenant de vous tirer de cette situation. Il y a des handicaps que vous maintenez ici. C'est pourquoi on a représenté par une fusée cette possibilité que vous avez de délier les liens qui vous tiennent sous l'eau et de pouvoir sortir. Ça peut être un processus vertical parce que si vous nagez de manière horizontale, vous n'allez jamais sortir la tête de l'eau. Donc vous êtes obligé de nager comme ça ou au moins comme ça pour pouvoir arriver. Maintenant, le jour où vous arrivez à sortir la tête de l'eau, vous êtes émergé. Et donc, ici vous êtes pauvre, là vous êtes émergé. Maintenant, quand vous êtes dans une bonne dynamique pour arriver ici, vous êtes émergent. Là aussi, nous sommes les premiers au niveau mondial à avoir proposé cette distinction. Vous allez trouver dans la littérature pays émergents, c'est tout. Nous avons des pays émergés. C'est des pays qui ont fini d'émerger, qui sont là, qui ont sorti la tête de l'eau. Des pays émergents, c'est des pays qui sont, disons, ici, qui sont en train vraiment d'avoir cette dynamique vers l'émergence. Maintenant, une fois que le pays est devenu émergé, maintenant le pays peut converger avec les pays développés. Parce qu'aujourd'hui, dans la littérature économique, la seule perspective qu'on vous offre, c'est de quitter la pauvreté pour converger avec les pays riches. Nous avons fait des analyses. On a regardé tous les pays dont le PIB par tête était moins que le tiers des États-Unis en 1960. Le pays qui a le mieux avancé, c'est la Corée du Sud, en termes de convergence. Donc la Corée du Sud, son PIB par tête représentait 11% de celui des États-Unis en 1960. Quand on l'a calculé en 2003, c'était devenu 52%. Ça veut dire que même avec une croissance rapide, parce que les États-Unis n'attendent pas aussi, parce que la convergence, c'est l'écart qui est important. Vous allez voir, c'est l'écart de croissance par tête. Parce que les États-Unis, c'est un pays, paradoxalement, qui continue à croître. On a soupçonné l'effet des Haïti. La productivité, l'usage des Haïti a perdu, avec toute la théorie de la croissance endogène sur l'effet des technologies. Ce qui fait que c'est un pays qui peut continuer à croître à 2%, parfois même 4%. Et donc vous, si vous faites 7%, ensuite vous avez un taux de croissance démographique plus élevé. Si vous enlevez, pratiquement il va rester 1%. Parce qu'en Afrique, très souvent, on réussit à faire 5%. Un pays comme le Niger, la croissance par tête dépasse 3%. Il y a des Nigériens ici. On devait la... Oui, j'ai travaillé dans beaucoup de pays comme ça. Et donc, vous connaissez bien les données. Et donc, si le Niger fait 5%, vous enlevez 3,5%, il ne reste 1,5%.
vous prenez un pays comme les États-Unis qui fait 2% du poids, avec un poids démographique de 1%, il y a 2% de plus. Le Niger a fait 1,5. Donc ici, vous avez un phénomène de divergence. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a regardé la trajectoire sur longue période, on a découvert que le gap s'est élargi. Au lieu de converger, beaucoup de pays ont divergé. Et donc le phénomène d'émergence, justement, permet de proposer un objectif intermédiaire. Qui veut dire que, au lieu de chercher à quitter la pauvreté pour converger avec les pays riches, essayez déjà de converger avec les pays émergés. Parce que tout ça, c'est des phénomènes de convergence. Mais ce n'est plus la convergence avec les pays développés, mais c'est une convergence avec les pays émergés. Parce que dans la théorie de la convergence conditionnelle, on vous dit que si vous voulez converger avec un pays, vous devez avoir ces conditions initiales. Ça veut dire que si le Sénégal veut converger avec les États-Unis, il faut que le Sénégal ait la même technologie, le même capital humain. Ce n'est pas possible. En revanche, aujourd'hui, la Malaisie est un pays émergé. C'est le directeur général qui a parlé de Malaisie tout à l'heure. Le Sénégal peut se donner un chantier de dire, d'ici 10 ans, j'aurai les leviers de la Malaisie. Une fois que j'ai les leviers de la Malaisie, maintenant, c'est là où le phénomène de convergence conditionnelle va fonctionner. Parce que après, c'est comme du pilotage automatique. C'est-à-dire, une fois que vous avez aligné vos leviers sur les leviers des pays émergés, vous allez avoir leurs caractéristiques au bout d'un certain nombre d'années. Et ce que vous visez, ce n'est plus les pays. Vous allez viser des caractéristiques. Parce que les pays qui sont là, ils ne vont pas vous attendre. Donc, vous allez stabiliser les caractéristiques de l'émergence. C'est-à-dire, chaque niveau, ici la pauvreté, vous pouvez caractériser la pauvreté. Au capital humain qui n'est pas très spécialisé, les infrastructures plutôt moyennes, vous voyez, c'est ça la caractérisation des stades de développement. Maintenant, vous allez essayer de quitter ces caractéristiques pour avoir des caractéristiques des pays émergés. Mais vous ne vous intéressez plus à un pays particulier parce que ce pays, le jour où vous allez arriver ici, ce pays-là l'a quitté. Là aussi, c'est les innovations que nous avons introduites dans la théorie parce que souvent, comme Senghor disait, en l'an 2000, le Sénégal sera comme Paris. Ce qu'on disait. Ben, Paris ne va pas attendre. Quel Paris? C'est ça la question. Quel Paris? Si c'est Paris de 1950, oui. C'est pourquoi d'ailleurs nous, dans les analyses que nous faisons, par exemple ici on va mettre Malaisie 1985. C'est ça qu'on met ici, parce que la Malaisie est peut-être devenue émergée en 85. Donc le Sénégal doit dire je vais converger avec Malaisie 85. Pas avec Malaisie 2000, parce que la Malaisie est maintenant ici. Donc ça c'est un concept très fondamental dans ce conflit. Next. Donc, on a tous ces processus. Donc, nous, c'est la meilleure définition de l'émergence qu'on a trouvée. Le dictionnaire de Robert dit émerger, c'est dit d'un phénomène qui s'impose à l'attention par sa valeur. Donc, les pays que vous voyez cités dans la littérature comme des pays émergents, c'est des pays qui ont de la valeur. C'est pourquoi ils s'imposent à l'attention. C'est important parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des marchés financiers. Les pays qui ont de la valeur, on investit dans ces pays-là. Donc c'est également quelque chose de très important en matière d'investissement direct, en matière d'investissement de portefeuille, de pouvoir être classé comme pays émergent. Donc émerger, c'est un phénomène qui s'impose à l'attention par sa valeur. Et donc finalement, continuer, oui. Ça nous a permis d'arriver à cette définition des pays émergents. On a gardé le mot utilisé dans la littérature, même si vous allez voir dans le développement de notre recherche,
on a maintenant des pays émergés. C'est différent des pays émergents. Donc, dans la littérature, nous, c'est des pays en développement qui constituent des pôles d'attraction des investissements, quand je vous disais tout à l'heure, qui s'imposent à l'attention par sa valeur, qui diversifient, accélèrent durablement et harmonieusement leur croissance économique, qui s'intègrent avec succès dans l'économie mondiale, dans un cadre de stabilité macroéconomique. Bon, avant d'arriver à ça dans l'ouvrage, nous avons fait des analyses, donc vous allez les retrouver, qui nous permettent de les synthétiser dans cette définition. Ensuite, on termine en disant que l'émergence est multidimensionnelle, parce que la durabilité environnementale est consubstantielle avec l'émergence. Si vous ne gérez pas bien vos ressources naturelles, là également, vous n'aurez pas une émergence durable. Le progrès social aussi, je vous ai dit tout à l'heure que c'est à la fois une condition de l'émergence, mais c'est un résultat de l'émergence. C'est une condition. Il y a pas mal de papiers dans la littérature économique qui démontrent que les pays qui croissent ont besoin d'un bon capital humain, d'une bonne nutrition, d'une bonne santé, etc. Donc le progrès social favorise la croissance. Il y a beaucoup de papiers dans la littérature économique. Et deuxièmement aussi, les pays qui ont les meilleurs niveaux de qualité de vie, c'est souvent des pays aussi qui ont réussi à avoir, disons, des résultats économiques. Ce n'est pas une relation directe, mais il y a une corrélation. Parce qu'il y a des pays comme Cuba, qu'on cite souvent, malgré son niveau de développement, arrive à avoir un niveau de qualité de vie élevé. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un pays, je ne citerai pas de pays en revanche, qui a des PIB par tête de 30 000 $ par habitant en Afrique, mais avec un taux de pauvreté de 2 tiers, 63%. Je ne sais pas si vous pouvez me citer un pays. Non, c'est pas le Sénégal. Le Sénégal, on est à 38%. C'est un pays d'Afrique centrale. Non, c'est pas le Gabon. C'est la Guinée équatoriale, à l'époque. Mais bon, c'était en 2000. Voilà, c'est pour vous dire que là, il faut travailler les deux, à la fois l'économique, le social, l'environnemental, même l'institutionnel. Là aussi, il y a des papiers, notamment du FMI, qui démontrent que les pays qui ont de bonnes institutions arrivent à avoir, disons, des niveaux de croissance plus élevés. Ils ont même estimé que si la qualité des institutions en Afrique était dans la moyenne des pays de l'OCDE, le revenu par tête en Afrique serait 2,5 fois plus élevé, en moyenne. Pour vous dire la liaison entre le développement institutionnel et l'émergence. Next. Voilà. Donc, ça, ce que je vous projette ici, c'est la synthèse de l'ouvrage et de toute la théorie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de développement institutionnel. Tout démarre par là. Les institutions. Maintenant, dans les institutions, on a l'habitude de mettre le gouvernement, la politique, même la société fait partie des institutions. En tout cas, dans la littérature économique. Les valeurs nationales. C'est ça les institutions. Donc, le fonctionnement de l'État, la qualité de l'administration, la qualité du gouvernement, la faiblesse de la corruption. Les pays qui ont ça, de bonnes valeurs en général, arrivent à avoir les prérequis pour émerger. Donc, d'ailleurs, c'est notre axe actuel de recherche. Nous sommes en train de voir comment lier Bon, il y a un autre schéma qui le présente. Comment lier les performances au niveau institutionnel et les performances au niveau des leviers. Parce que le reste ici, mais ici, c'est un résultat. Ici, vous n'avez pas de maîtrise. Parce que c'est des résultats économiques. La croissance, vous ne pouvez pas maîtriser parce qu'il suffit d'une crise au niveau international. Mais les leviers, en général, les pays qui ont les bons leviers, c'est les pays qui ont les bonnes institutions. On cite souvent le Rwanda, par exemple. C'est un peu ce qui joue dans les performances du Rwanda en termes de faiblesse de la corruption,
amélioration de l'environnement des affaires, etc. Donc, le premier niveau, c'est les institutions. Le deuxième niveau, c'est les leviers. Et c'est les bonnes institutions qui permettent d'avoir les bons leviers. Les bons leviers permettent d'avoir les bons résultats économiques. Les bons résultats économiques contribuent, je dis contribuent à la qualité de vie, parce que vous pouvez avoir une qualité de vie aussi sans des résultats économiques. C'est une question de politique sociale. Next. Voilà, j'ai résumé ça aussi dans ce schéma-là. Donc la qualité des institutions, la culture nationale, la paix. Vous ne pourrez pas émerger dans un environnement de guerre. Ça, si vous devez faire, disons, vous prenez les 54 pays africains. Moi, j'ai choisi 54 pays africains. Vous les classez, les pays qui sont en guerre, vous mettez-les déjà dans une colonne. They have to wait. So this is not the time for them to become an emerging. Le leadership politique, fondamental. Les pays qui émergent ont besoin d'un leadership politique de qualité. Parce que vous devez faire des réformes extrêmement importantes dans un court laps de temps. L'émergence, c'est une affaire de 15 ans. C'est pas comme les 40. La convergence, ça peut être 200, 300. Ça peut même ne jamais se produire. Si vous voulez converger avec les pays. Mais si vous voulez émerger, en fait, c'est un programme politique. Souvent, c'est un gouvernement qui arrive, qui dit d'ici 10 ans, nous allons devenir émergents. Pourquoi dans beaucoup de plans, vous allez retrouver cet objectif de devenir émergent. Je me rappelle, en 2008, quand j'étais consultant pour les Nations Unies, envoyé en Côte d'Ivoire, en plein conflit, pour faire le plan, je dis à mes collègues, on va mettre vision 2020 Côte d'Ivoire émergente. Ils me disent, mais vous là, vous êtes en train de rêver ou quoi? Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire est dans une très bonne dynamique pour devenir un pays émergent. Et donc, le leadership politique, c'est fondamental, parce que là, c'est ça qui permet de faire les réformes. L'administration aussi, c'est fondamental. Une administration de qualité, parce que le président de la République, le gouvernement l'oriente, mais tout est mis en œuvre au niveau de l'administration. C'est ça qui permet d'avoir la gestion efficace des blocs de réforme. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des leviers, je vous ai dit que c'est la cœur de la théorie. Vous allez faire un diagnostic, un scanning. Vous savez faire des diagnostics stratégiques. Vous allez découvrir que au niveau des leviers, le pays a des forces et des faiblesses. Donc tout le défi du pouvoir politique, c'est comment corriger les faiblesses, les transformer en force au bout d'un certain nombre d'années. Et donc c'est ça le programme de réforme. Mais la gestion efficace des blocs de réforme suppose la paix, parce que la paix, si vous n'avez pas la paix entre le pouvoir public et les travailleurs, si vous n'avez pas la cohésion nationale, si vous n'avez pas un leadership politique orienté vers les réformes, mais pas dans la politique politicienne, vous n'allez jamais avoir les réformes de qualité. Pourquoi moi je m'amuse, bon, en tant qu'expert, je regarde les pays. Aujourd'hui, j'ai une position d'expert, même au Sénégal. Quand je regarde, ou ailleurs, vous me donnez un pays, immédiatement je peux vous dire est-ce que ce pays-là a des chances d'émerger ou pas, juste en regardant le fonctionnement de ce bloc-là. Donc c'est ça qui va jouer sur la capacité de bien gérer les réformes. Si vous gérez bien les réformes, vous allez avoir maintenant un cadre des affaires de classe internationale. C'est ça l'objectif. Donc vous allez, après on va vous diagnostiquer, on va voir le capital humain, on vous met en vert. Parce que les investisseurs qui viennent, ils vont diagnostiquer toutes ces questions. Ils vont regarder l'environnement des affaires, le capital humain, les infrastructures. Voilà. Et donc vous allez avoir des scores. À la fin de la journée, si vous rassurez, on vous intègre. C'est ça l'émergence. Ensuite, donc, vous arrivez à l'émergence et après, il faut le partage équitable des flux. Next. Bon, je l'ai regroupé également dans un arbre comme on est en Afrique. Je l'ai intitulé l'arbre de la qualité de vie. Donc, vous avez des racines. C'est un peu les institutions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tous les éléments également de développement à long terme. Les bases à long terme du développement. Donc, les infrastructures
l'aménagement équilibré du territoire national, ça c'est vraiment les institutions, et plus les infrastructures. Après, vous avez aussi le capital humain, ça c'est la base. Bon, si vous regardez un peu les publications anciennes des Nations Unies, on parlait toujours des bases à long terme du développement. C'est ça. Les infrastructures, le capital humain, l'institution, l'environnement. C'est un peu ce que vous allez trouver au niveau des racines du développement. Donc un pays qui veut émerger ne doit pas se précipiter. Il faut vraiment, si vous voulez, un travail de longue haleine, il faut faire en sorte qu'ici-là soit très bon. Parce qu'après, ça devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, du pilotage automatique. Les résultats vont venir de même. Vous allez avoir la croissance, vous allez avoir l'accès équitable aux services sociaux, les emplois, etc. Et après, voilà, vous avez les fruits du développement. Next. Maintenant, tout ça vous permet d'avoir également ce que j'ai appelé tout à l'heure l'émergence globale. L'émergence globale, c'est un peu la synthèse de tous ces objectifs-là. Je l'ai représenté sous forme d'un, je ne sais pas si c'est un losange, mais si vous regardez à la base, vous avez, c'est un diamant. Bon, et ce que je porte, c'est un peu ça. Vous pouvez vérifier, mon pin est un peu comme ça. Donc, vous pouvez vérifier. Donc, c'est le pin de l'émergence. Bien. Donc, à la base, vous voyez, c'est les institutions, c'est la culture, c'est l'environnement durable, c'est les éléments de long terme, c'est les institutions. Ensuite, vous avez maintenant la diversification, la croissance, les infrastructures. Vous avez ici tous les éléments qu'un gouvernement doit gérer en termes de gestion du développement. D'ailleurs, en 2011, j'avais fait un papier pour les Nations Unies sur les objectifs après 2015. Je pense qu'Awa Chongal était encore là-bas, à l'UNECA. Et j'avais théorisé cet élément-là, parce que dans les objectifs de développement, les END, on n'avait que les objectifs un peu qui sont là. L'alimentation, la santé, il n'y a pas l'emploi, mais il y avait les revenus, l'assainissement, l'eau. J'avais dit qu'il faut ajouter tout ça. Ce papier-là existe dans la littérature aujourd'hui. Donc c'est ça que j'appelle l'émergence globale. Je ne peux pas utiliser le développement global, mais j'ai utilisé ce concept. Et en réalité, d'ailleurs, tous les gouvernements, c'est ça qu'ils gèrent. Le gouvernement ne va pas juste gérer ce bloc-là. C'est pourquoi on fait des plans nationaux de développement. Vous allez trouver tous ces éléments. Je pense que j'en ai terminé. Next. Voilà. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Amaï pour la suite. Merci beaucoup. À mon tour, je vais, avant de commencer la présentation de la partie mesure de l'émergence économique, donc à la suite de la description du cadre conceptuel et des fondements théoriques sur lesquels vont se baser les différentes mesures associées à l'émergence économique. Donc, tout d'abord, je remercie l'ISM, Dr Thiam. Voilà, donc on est très heureux de démarrer cette série de cérémonies de présentation de l'ouvrage à l'ISM. Je remercie également l'ensemble des étudiants qui sont très intéressés par nos travaux et par cette présentation. Merci beaucoup d'être présent et on espère que cette présentation sera fructueuse pour vous, que ce soit ici à l'ISM ou bien ultérieurement pour ceux qui veulent entreprendre dans l'avenir des études ou bien des travaux sur l'émergence économique. Donc, je remercie également mes collègues ici présents, l'équipe technique qui a eu à travailler sous la direction du directeur général Michel Lo,
et de moi-même en tant que coordonnateur technique pour la rédaction de l'ouvrage. Donc ils sont là, M. Yad et M. Tim, qui sont également statisticiens économistes, comme moi-même, comme PG. Donc, alors, pour ma part, la présentation va être axée sur la mesure de l'émergence économique. Donc tout à l'heure, je pense qu'on peut revenir un peu sur la pyramide qu'avait présentée tout à l'heure chez le directeur général. Donc vous voyez cette pyramide-là, donc elle résume en quelque sorte le cadre théorique qui sous-tend l'ouvrage et qui sous-tend le concept d'émergence économique. Vous voyez que cette pyramide est constituée de différentes strates. Et ce qu'on a tenté de faire à travers la seconde partie, mesure de l'émergence économique, c'est d'associer un indice synthétique, c'est-à-dire une mesure qui agrège différents indicateurs en un seul outil. Donc on a essayé pour chacune des strates ici présentes, donc la strate levier d'émergence économique, on a associé un indice synthétique à ces strates, essayer de capturer toutes les dimensions ici présentes. Donc c'est ce qu'on a fait à travers l'indice qu'on a appelé indice composite des leviers de l'émergence économique. Donc cet indice-là, il va essayer de capturer, disons, toutes les variables sur lesquelles les décideurs ont une prise immédiate. C'est vraiment, donc ça porte vraiment son nom. Indice composé des leviers. Donc leviers dans le sens où ce sont les variables sur lesquelles les décideurs politiques ont une prise vraiment immédiate. Donc, ils peuvent, à travers des réformes, à très court terme, modifier la trajectoire de ces différentes variables. Donc, à la suite de cette strate, on a également, donc la strate suivante concerne le résultat de l'émergence économique, donc qui sont des dimensions purement économiques. Donc, à cette strate également, on a associé un indice, donc c'est l'indice phare de cette étude, donc qui est l'indice développé par nous chez nous depuis quelques années, donc qui est l'indice synthétique d'émergence économique, ou indice numérique. Donc, on a également agrégé différentes dimensions de cet indice pour aboutir à un indice synthétique. Alors, la strate suivante, c'est la qualité de vie. Donc, à cette strate également, on va associer un indice synthétique, qu'on va appeler indice synthétique de qualité de vie. Donc, comme vous le constatez, on a une certaine appétence pour les indices, parce que nous, on n'est pas des académiciens purs, on est des praticiens, on est des experts qui doivent fournir aux décideurs des outils d'aide à la décision. C'est pourquoi on a cette préférence pour les indices. Donc, ce sont des outils assez simples, qui peuvent se communiquer très facilement, qui sont très opérationnels, qui peuvent se décomposer en différentes dimensions, en différentes sous-dimensions. Et donc, leur interprétation par les décideurs est quelque chose de très facile et de très aisé. C'est pourquoi on a recours assez souvent aux indices synthétiques. Donc, maintenant, je pense qu'on peut revenir au chapeau mesure d'émergence. Alors, bon, cette partie va être un peu plus technique, va être un peu plus lourde, certains. Donc bon, elle va durer moins de 20 minutes parce qu'on a élagué pas mal de slides. On a trouvé que certaines slides étaient très techniques et on renvoie à l'ouvrage pour plus d'explications ou bien plus de profondeur sur les différentes méthodes quantitatives qui ont été utilisées pour bâtir ces différents indices. Donc, comme je le disais, à chaque strate, on a associé un indice d'émergence, un indice synthétique. Donc, le premier indice que je vais vous présenter, c'est l'indice qui concerne la strate du milieu, la strate
des indicateurs de résultats et d'émergence économique. Donc cet indice s'appelle indice synthétique d'émergence économique ISEP. Donc, comme l'a présenté tout à l'heure M. Lo, l'émergence économique, nous on l'a décliné en 4 dimensions. Pour nous, un pays est émergent. Ça veut dire que d'abord, ça doit être un pays riche avec une richesse partagée. C'est pourquoi on parle de richesse inclusive. La première caractéristique d'un pays émergent, c'est un pays qui est riche et que cette richesse est partagée, une richesse inclusive. Donc, c'est la première dimension de notre indicateur ISEP. Next. Donc, la seconde dimension qui caractérise un pays émergent, c'est que c'est un pays qui doit être dynamique d'un point de vue économique, c'est-à-dire un pays qui doit croître de façon soutenue sur une longue période d'années. Mais ce dynamisme-là doit être accompagné d'un cadre macroéconomique sain, parce qu'il est très facile de faire de la croissance. Donc, si on veut que cette croissance soit durable et soit soutenable, il faut qu'elle s'accompagne d'un cadre macroéconomique sain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette croissance-là soit basée sur de la dette insoutenable, ou bien qu'elle soit basée sur de l'inflation, ou bien qu'elle soit basée sur de la dépense publique incontrôlée. Donc c'est pourquoi on associe ces deux caractéristiques au sein de cette seconde dimension. Donc le dynamisme économique et le caractère sain du cadre macroéconomique. C'est-à-dire on doit avoir, donc pour les économistes, on doit avoir à la fois pas trop de déséquilibre sur le plan interne, c'est-à-dire une inflation maîtrisée, mais également, on doit également contrôler les grands équilibres externes, la balance courante, le taux de change, l'endettement, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième dimension de notre indicateur ISEP. La troisième dimension concerne la structure de l'économie. Donc un pays émergent doit avoir une économie assez diversifiée, une économie assez productive, donc, et une économie qui a les bonnes caractéristiques du point de vue de sa structure économique. Donc un pays peut être très riche et que cette richesse soit concentrée sur un petit nombre de secteurs, soit en général pour les pays pauvres, les secteurs agricoles, mais le secteur minier. Donc, dans notre cadre théorique, la transformation structurelle, c'est un mot que vous entendez aujourd'hui assez couramment et qui est même synonyme pour certains d'émergence économique, est une dimension assez importante dans notre cadre théorique. La seconde dimension, qui est aujourd'hui la dernière et quatrième dimension, qui est aujourd'hui fondamentale, qui ne l'était pas peut-être il y a 50 ou 60 ans, c'est l'insertion dans l'économie mondiale. Puisqu'on est dans une économie globalisée, on est dans une économie mondialisée, un pays émergent doit pouvoir s'insérer au niveau de l'économie mondiale. À la fois une insertion commerciale, c'est-à-dire que c'est un pays qui doit réussir à exporter, c'est un pays qui doit réussir à intégrer les chaînes de valeur mondiales, c'est un pays qui doit réussir à être ouvert sur le plan commercial. Mais également une insertion sur le plan financier. Donc un pays qui veut être émergent doit réussir à attirer en son sein des investissements directs étrangers qui lui permettent de financer des investissements qu'il ne peut pas faire avec son épargne domestique. Donc l'insertion ou l'ouverture économique et financière est également très importante du point de vue de l'émergence économique. Donc voilà les 4 dimensions qui se fondent sur le cadre théorique développé par M. Lo, vont nous permettre de mesurer à travers un seul indicateur l'émergence économique, l'état d'émergence économique. Donc à chacune de ces dimensions, on va associer des variables, des indicateurs, on va agréger
synthétisé en un seul indicateur. Et c'est cet indicateur-là qui va être la mesure de l'état d'émergence d'un pays à une date T donnée. Donc, next. Donc voilà, en résumé, dans ce tableau, les différentes dimensions, les sous-dimensions associées et les indicateurs qui ont été considérés pour la mesure de chacune des sous-dimensions et des dimensions. Next. Donc bon, ça c'est un peu technique. Donc vous le voyez, pour construire cet indicateur, comment? Voilà, donc pour construire cet indicateur, bon, je vais passer rapidement, on associe une mesure à chacune des dimensions à travers la combinaison des différentes variables et on agrège tout ça en une seule mesure qui nous donne les aides. On passe. Donc en termes de résultats, nous on a considéré 103 pays. Donc, on n'a pas considéré tous les pays du monde. On a considéré uniquement les pays qui étaient proches d'un point de vue économique dans les années 1960. Donc, comme DG l'a dit tout à l'heure, on regarde les pays qui, sur le plan économique, étaient assez semblables en 1960. Donc la Corée du Sud et le Sénégal étaient assez semblables en 1960. Donc la Corée du Sud fait partie de notre échantillon. La France n'a rien à voir avec le Sénégal en 1960. Donc la France ne fait pas partie de notre échantillon. L'Irlande aujourd'hui est très éloignée du Sénégal d'un point de vue économique, mais en 1960, elle n'était pas très différente du Sénégal, donc on l'a inclus dans notre échantillon. Donc au total, avec ces considérations, on se retrouve avec 103 pays et 103 pays considérés. Donc une fois qu'on a effectué cette mesure, donc tout à l'heure dans le cadre théorique, il y a différents concepts qui sont revenus. Donc vous avez entendu parler du concept d'émerger, vous avez entendu parler du concept d'émergent, vous avez entendu parler du concept immergé. Ces concepts à notre indicateur qui est ici. Comment savoir avec cet indicateur-là? Parce que cet indicateur-là nous donne la photo d'un pays en un instant donné. Comment, avec cet indicateur-là, on peut savoir si un pays est émergent, si un pays est émergé, si un pays est émergé? C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans cette section qu'on appelle caractérisation de l'émergence, qui a pour objectif, en quelque sorte, de regrouper les pays proches, suivant leur score, au sein de statuts de référence, qu'on appelle des statuts d'émergence. Donc, cela va permettre de mettre en perspective les différents scores, parce que là on a des scores quantitatifs, de qualifier les scores des différents pays, mais et surtout de préciser, parce que comme vous l'avez découvert, l'ISEM est composé de plusieurs composantes. C'est de préciser, parmi les différentes classes émergées, immergées, émergentes, quelles sont les composantes de l'ISEM qui font qu'un pays émergé est différent d'un pays émergent ou bien est différent d'un pays émergent. Cela va nous permettre, nous, en tant qu'experts, en tant qu'aide à la décision de dire à ce gouvernement, vous êtes un pays émergé, voilà sur quelle composante vous êtes faible si vous voulez rejoindre un pays émergé. Donc, bon, je pense que ça aussi c'est la méthode pour on peut construire les différentes classes. Donc, next. Donc, on a construit des seuils, donc à travers des méthodes quantitatives, on a associé à l'indice différents seuils qui vont nous donner différentes classes. Donc, à travers des méthodes statistiques, on a vu que nos 103 pays, on pouvait les découper en 6 classes. Et à travers des méthodes quantitatives, on a réussi à distinguer ce qu'on disait, les 3 concepts fondamentaux identifiés dans la partie théorique, immergé, émergé, émergent. On a réussi, à travers des méthodes statistiques, à identifier à partir de quel seuil un pays émergé, à partir de quel seuil un pays est émergent, à partir de quel seuil un pays est immergé. Mais on a voulu affiner cette classification et au sein de ces 3 superclasses, on a également fait une deuxième segmentation qui va nous donner d'autres concepts. Donc aux 3 premiers concepts, on a ajouté le concept de pays aspirant à l'émergence, donc qui est le concept qui vient juste immédiatement après le concept de pays immergé ou bien de pays sous-développé. On a également
associer le pays de potentiellement émergent, de pré-émergent, d'émerger. Donc, le deuxième tableau vous donne en quelque sorte un exemple de classification suivant les 6 niveaux identifiés au niveau de cette indice. Bon, je vais devoir aller un peu plus vite. Voilà, donc next. Voilà, donc je disais tout à l'heure, quel est l'intérêt de faire cet exercice de caractérisation? C'est de pouvoir dire qu'est-ce qui distingue un pays aspirant à l'émergent d'un pays potentiellement émergent. Donc ces deux classes sont adjacentes du point de vue du score ISEN. Donc à travers ce tableau, vous pouvez voir un pays aspirant à l'émergent, qu'est-ce qui le distingue d'un pays potentiellement émergent au regard des indicateurs qui constituent l'indicateur ISEN. Donc quand je mets lui, ça veut dire qu'un pays aspirant à l'émergent, il est fondamentalement différent en termes de cet indicateur d'un pays potentiellement émergent. Quand il n'y a rien, ça veut dire que cet indicateur-là, le pays qui est ici n'est pas trop différent du pays qui est là. Cela permet de dire à un décideur, à un chef de l'État d'un pays, qui se situe ici, de dire je n'ai pas besoin de faire d'efforts sur cet indicateur-là pour rejoindre cette classe-là, parce que je ne suis pas fondamentalement en moins différent de ce pays-là. Par contre, sur tous les autres indicateurs où c'est marqué oui, c'est sur ces indicateurs-là que je dois mettre le focus si je veux rejoindre la classe d'Afrique. Next. Donc ça, c'est l'indice associé à l'émergence économique. Donc il y a un résultat. Pour aboutir à ce résultat, le décideur, il va actionner des leviers. Et les leviers à actionner, en général, ce qu'on appelle les facteurs de compétitivité, mais les facteurs d'attractivité. Donc, comme on est des praticiens, on va également construire un indicateur synthétique associé aux facteurs de compétitivité, ou bien aux leviers, ce qu'on appelle dans le cadre conceptuel, les leviers d'émergence et d'émergence économique. Donc, on a, pour bâtir cet indice synthétique d'émergence, cet indice synthétique des leviers de l'émergence économique, on a d'abord bâti, next, on a d'abord bâti un indicateur composite, ou bien un indicateur de compétitivité structurelle. Donc cet indicateur-là, il va prendre tous les indicateurs de compétitivité imaginables pour les regrouper en un seul indice synthétique, et en un seul indice composite. Ce qu'on appelle des indices, c'est ce qu'on appelle l'indicateur composite, l'indicateur de compétitivité structurelle. Alors, il existe dans la littérature des indicateurs de compétitivité que vous connaissez sans doute. L'indicateur Doing Business, l'indicateur de la Banque mondiale, l'indicateur CPA, toujours de la Banque mondiale, et l'indicateur GCI du World Economic Forum. Ces indicateurs-là sont des indicateurs de compétitivité. Pourquoi on n'a pas choisi ces indicateurs et pourquoi bâtir notre propre indicateur de compétitivité? Parce que ces indicateurs-là, ils ne couvrent pas tout le champ des facteurs de compétitivité. Parce que le Doing Business en général s'intéresse uniquement à l'environnement des affaires au sens restreint du terme. L'indicateur CPA va s'intéresser aux aspects plutôt institutionnels et l'indicateur GCI va s'intéresser aux facteurs de compétitivité, mais pour l'insertion dans le commerce, mais pour la productivité, voilà, ces choses-là. Donc ces indicateurs, pris séparément, ont un champ limité. Alors que nous, on a un souci d'exhaustivité, en tout cas pour ce premier indicateur-là. Donc c'est pourquoi on a préféré construire, on a préféré bâtir notre propre indicateur de compétitivité qui va couvrir un périmètre le plus large possible en termes de facteurs de compétitivité, ce qu'on appelle l'indicateur de compétitivité structurelle. Autre critique qu'on fait à ces indicateurs classiques internationaux, c'est que comme nous, on a des classes d'émergence et qu'on a des pays qui sont différents, c'est-à-dire on a des pays qui ne doivent pas actionner les mêmes leviers suivant leur degré d'émergence, on ne va pas en termes de recommandation leur prodiguer les mêmes remèdes. Alors que si on se réfère à ces indices internationaux, ils ont tendance
a donné les mêmes recommandations à la Sierra Leone et à Singapour s'ils ont les mêmes scores sur les différents facteurs de compétitivité. C'est cela qu'on veut éviter. Nous, on veut prioriser, on veut hiérarchiser nos recommandations selon l'état d'émergence. C'est pour ça également on a préféré bâtir notre propre indicateur de compétitivité. Next. Voilà. Comme on vous le disait, pour émerger, le pays a besoin de bâtir un environnement de classe internationale. Donc ce sont ces facteurs de compétitivité qui vont lui permettre justement de s'aligner sur les pays qui ont les meilleurs standards en termes de compétitivité. Donc l'indicateur ICS, next. Voilà, donc voilà en quelque sorte les dimensions que tente de capturer l'indicateur de compétitivité structurelle. Donc voilà ici, vous le voyez, vous retrouvez à travers ces différentes dimensions tous les facteurs de compétitivité qu'on peut imaginer pertinents pour bâtir un environnement de classe internationale attractif pour les investisseurs. Voilà. Amène, je te donne 5 minutes. Je termine rapidement. Donc l'ICS est structuré ainsi, 13 dimensions, 33 sous-dimensions, 108 composantes et 187 indicateurs. Donc c'est beaucoup, mais comme je vous l'ai expliqué, parce qu'on a ici un souci d'exhaustivité. Ici, notre seule contrainte en termes d'indicateurs, ça va être la pertinence de l'indicateur et la disponibilité des données. Parce qu'on a 103 indicateurs. Mais, voilà, donc ça aussi c'est également une description des dimensions un peu plus détaillée de l'ICS. Next. Voilà. L'ICS englobe tous les facteurs de compétitivité qui répondent à notre définition de ce qu'on appelle nous compétitivité structurelle. Donc, comme vous le voyez, cette définition ne tient pas compte de la situation d'émergence du pays. Elle est indépendante de l'état d'émergence. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire à un pays qui est immergé quels sont les leviers à actionner pour être émergent ou bien pour être émergent. Cet indicateur-là ne va pas lui servir. Parce que cet indicateur-là ne fait pas la différence entre un pays émergé et un pays immergé. C'est pourquoi, à côté de cet indicateur, ou bien sur la base de cet indicateur, on va construire un autre indicateur. Next. Voilà, on va construire un autre indicateur qu'on appelle indice des leviers de l'émergence économique. Qu'est-ce que va faire cet indicateur? Cet indicateur va regarder au sein des 187 indicateurs, donc c'est vraiment la façon d'être le plus exhaustif possible. Il va regarder au sein des 187 indicateurs quels sont les indicateurs pertinents pour rejoindre le groupe de référence. Le groupe de référence, c'est vraiment les pays émergés. Donc tout à l'heure, avec les schémas, lorsque DG vous a présenté le schéma avec les 3 blocs, pauvreté, émergence, émergé, voilà. Vous voyez le résultat, donc la partie horizontale, le résultat, ce sont tous les pays émergés. Dans notre cadre conceptuel à nous, lorsque le Sénégal dit je vais être émergent en 2035, nous, lorsqu'on le traduit dans notre langage théorique à nous, c'est le Sénégal va être émergé en 2035. Parce que pour nous, le Sénégal il sera émergent bien avant, parce qu'il sera émergent bien avant 2030. Bon, si le Sénégal suit la tendance actuelle, le Sénégal va émerger en 2028-2029, mais émergent en autre sens. Bon, vous avez dû le constater, nous, émergents, on l'écrit avec EANT, parce que pour nous, c'est un processus. On ne l'écrit pas avec ENT, on l'écrit avec EANT pour montrer vraiment le fait que c'est un processus. Le résultat, c'est émerger. Donc, dans notre terminologie à nous, le Sénégal ne sera pas émergent en 2035 si la tendance se poursuit, mais il sera émergent. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, voilà, pour dire que le groupe de référence est émergent. Donc, au sein des 187 indicateurs de compétitivité, on va regarder quels sont les plus pertinents pour atteindre ce groupe de référence. Parce que tous ces indicateurs-là ne sont pas pertinents. Donc, on a fait 2 sélections pour aboutir vraiment aux indicateurs les plus pertinents afin de rejoindre ce groupe de référence. Pour vous donner un exemple, dans l'indice composite, tout à l'heure avec les 187 indicateurs,
on avait 4 indicateurs qui concernaient la démocratie. Mais lorsqu'on a fait nos tests, nos analyses, on a abouti à 0 indicateur au niveau du champ démocratie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun indicateur. En fait, la démocratie n'est pas pertinente pour rejoindre le groupe des énergies. Un pays n'a pas besoin d'être démocratique pour être émergent. C'est ça. Voilà. Donc vous voyez que d'une liste de 116 indicateurs pertinents qu'on avait choisi sur la base de l'exhaustivité, on est passé à seulement 49 indicateurs qui sont vraiment les indicateurs fondamentaux pour rejoindre le groupe de référence qu'on appelle les pays émergents. Bon, je passe rapidement sur la suite. Bon, ça c'est le classement un peu des pays suivant l'indice cyclé. Voilà, donc, voilà. Bon, sur la prévision, je vais en parler rapidement. On a essayé, bon, comme on a pas de différents indicateurs sur la base de notre pyramide d'émergence, ici, on va relier les leviers d'émergence au résultat, qui est l'indice synthétique d'émergence économique. Donc, à travers un modèle à effet retardé, on essaie de prévoir l'état d'émergence d'un pays à partir de ces leviers actuels. Donc, normalement, les leviers actuels n'ont pas d'effet immédiat sur l'état d'émergence d'un pays, il y a toujours un décalage. Hein. Dis-moi quel capital humain tu as aujourd'hui, mais dis-moi quel niveau d'infrastructure tu as aujourd'hui. Je peux te dire en quelque sorte dans 5 ans quel sera ton état d'émergence. En quelque sorte, c'est l'exercice-là qu'on essaie de faire ici. Donc très rapidement, je passe. Next. Voilà. Bon, ici, c'est du matrice de transition qui un peu résume en 2028 quels seront les pays qui vont passer d'un état à un autre. Le détail est dans l'ouvrage, donc je vous renvoie à l'ouvrage pour tous les détails. Ça, c'est le résultat global sur l'exercice mené au niveau des pays africains. On a également mené une étude de cas du Sénégal, parce qu'on est un bureau qui travaille au Sénégal, qui est financé par le gouvernement sénégalais. Donc on a fait une étude de cas vraiment exhaustive, avec un diagnostic sur tous les indices synthétiques bâtis pour le cas du Sénégal. On a également mené cet exercice de prévision pour le cas spécifique du Sénégal. On vient de finir l'exercice pour l'Afrique du Sud et on a prévu de faire ça pour d'autres pays, l'Éthiopie, le Maroc, etc. Donc on continue. Next. 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 Bon, ça c'est on a également construit. Bon, la dernière strate de la pyramide, c'était la qualité de vie, comme je vous le disais. On a également construit un indice synthétique associé à cette strate. Donc un indice synthétique de la qualité de vie. Voilà, donc je pense que j'ai épuisé mon temps de parole. Je vais m'arrêter là. Et j'apporterai plus d'éclaircissements et d'approfondissements s'il y a des réactions. Merci. On va présenter. Merci déjà. Bon, Tinéa, vous pouvez vous lever pour qu'on vous reconnaisse. Venez quand même. Une minute. Alors, tous les gens ont participé notamment à la rédaction du manuel. Donc, c'est tous des ISE. Tous les deux, on a fait Paris. Et ils ont fait. Lui, il a fait Abidjan et Dakar. Lui, il a fait Dakar. C'est des sections. Il y aura beaucoup de questions, j'imagine. Donc, en face de vous, ici, la maille, M. Lo, en face de vous, vous avez des étudiants de première année et également quelques étudiants, auditeurs plutôt de master. Pour du week-end et de temps en temps quelques cours en fin de semaine et quelques conférences auxquelles vous participez. Je voudrais saluer la présence de Dr Abdoulaye Ndiaye, sénégalais, bien évidemment,
enseignant-chercheur au niveau de l'Université de New York, au sein de la Business School, qui nous fait l'honneur d'être présent et qui